Bonjour, honorable Youssouf Kamara. Comment ça va, mon cher Amati Yamso? Je vais très bien. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire fédéral de Matamd et membre du bureau exécutif national de l'IFDG, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, moi, j'aurais appris que vous avez été coopté et c'est pourquoi j'ai cherché à vous joindre. Et tout récemment, vous-même, vous avez vu l'une de mes vidéos où j'ai indexé certains responsables qui ont été cooptés par le CNRD, qui ont même commencé à intimider. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là, oui ou non? Parce que vous devez nous dire la vérité, le double jeu, on n'est pas dedans. Vraiment, merci pour la question. C'est une très bonne chose parce que je vous suis depuis un certain temps. Vous évoquez cette question de convaincre, d'intimider ou de chercher à attirer certains cadres de l'UFDG. Le pouvoir le fait de bonne guerre parce qu'aujourd'hui, la seule formation politique capable de changer la donne, c'est l'UFDG. Donc, c'est stratégique pour eux d'essayer d'infiltrer, de retirer certains cadres du parti. Moi, je pense que jusqu'à date, je ne fais pas partie de ce lot. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Mais ce qui reste clair, notre objectif, c'est pas de continuer à pactiser avec le diable. Et tout ce qu'on va te proposer, c'est temporaire et ça va pas égaler le combat que tu mènes avec conviction. Et l'important de garder la ligne parce que je pense que, de mon point de vue, nous ne sommes pas loin de la victoire finale. Ça ne sert à rien de venir travailler en sourdine ou de changer de conviction d'un cap. Ça compromet ton avenir politique, mais aussi, il faut savoir que ceux qui sont en train de gérer là, ils ont longtemps quitté la ligne. Ok, ils ont longtemps quitté la ligne. On va d'ailleurs développer tout ça. Et j'entends souvent Lamarana Sokoza dire qu'il y a 3 groupes dans l'IFDZ. Le premier groupe, c'est le groupe qui vient pour chercher de l'argent. Dès qu'ils ont de l'argent, ils vont quitter. Ou si ceux qui pensaient, ils n'obtiennent pas, de toute façon, ils quittent parce qu'ils ne sont pas venus pour un objectif clair. Le deuxième groupe est le groupe qui est dans l'IFDZ, espérant que demain, s'il y a changement, ils pourront être directeurs, ministres, députés, etc. Et le troisième groupe est celui qui est venu pour un combat sincère, qui est là pour la Guinée, aux côtés de l'IFDZ. C'est-à-dire qu'il a quelque chose ou pas, il est dans le parti et il mène un combat sincère. Vous faites partie de quel groupe? Je suis du troisième groupe. Vous pensez, vous-même, vous pouvez en témoigner. Nous venons de très, très loin. Très, très loin, oui. Voilà, depuis autant de CNDD jusqu'à nos jours, nous sommes à 16 ans maintenant de combat. Et je rappelle que c'est à cette époque que vous avez été comme membre du Conseil national. Hein, D'abord, en 2008, j'étais simple militant à la base. En fin 2008, j'ai été secrétaire général de la section de Madina Mosquée. Et lors du congrès de 2009, en mois de juillet, j'ai été le premier secrétaire général élu de l'UFDG version Ela Silbelen Diallo à Matam pour les 24 quartiers. Donc, c'est en 2010, j'ai été désigné comme membre du CNT, représentant de l'UFDG au sein du Conseil national de la transition. Merci. Ça, c'est en 2010. C'est pourquoi le titre de honorable est là et depuis là, ça continue. Oui. Parce que je fais partie des cadres à l'époque qui ont rédigé la nouvelle la constitution de 2010 et le code électoral. Et de surcroît, j'étais rapporteur de la commission code électoral des CENI. Formidable. Malgré mon jeune âge, j'étais rapporteur de la commission code électoral des CENI. Merci. L'IFDZ a des cadres quand même. Il faut se rassurer. Alors, parlons du RAVEC. Aujourd'hui, ils ont commencé à faire les recensements entre 4 murs et par rapport au fichier électoral. Et le Premier ministre Baoul avait promis qu'on allait finir avec le référendum avant la fin de l'année 2024. Chose dite, chose pas faite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je pense que, comme vous le constatez, parce que l'actualité, on le partage tous les jours à travers les nouvelles techniques de l'information et de la communication,
Ils ont commencé depuis avant-hier une opération de formation des opérateurs par rapport à la question du RAVEC. Nous l'avions même fois dit que le RAVEC ne peut pas jouer le rôle du fichier électoral. Vous savez bien qu'en 2020, quand on a contesté le fichier électoral de 2020 par rapport à 8 millions d'électeurs, il y a eu des experts de la CEDEAO et de l'OIF qui étaient venus nettoyer le fichier qui a quitté de 8 millions à 5 millions. Donc, il y avait eu plus de 3 millions de personnes qui ont été extirpées du fichier électoral. Et ce fichier était vraiment valable par rapport à la suite du processus. Donc, aujourd'hui, dans aucun pays du monde, on ne peut faire le RAVEC à la place d'un fichier électoral élaboré. On a ce travail de base. Cette conclusion est là. La CEDEAO est un partenaire crédible par rapport à la finalisation de la transition. L'OIF, c'est un organe qui a travaillé avec nous depuis 2010. Il faudrait capitaliser la conclusion de ces travaux aujourd'hui et faire appel à un opérateur afin que le fichier électoral, qu'on fasse une révision de ce fichier électoral. Qu'on permette à ceux qui n'avaient pas 20 ans, 18 ans, je m'excuse, conformément au code électoral, qu'on les permette de s'enrôler et de voir ceux qui sont décédés, comment nettoyer le fichier afin que le fichier soit conforme à l'actualité, à la réalité actuelle du terrain. Parce que ça ne sert à rien de tomber dans ce truc de RAVEC et autres. Franchement, c'est du gâchis. Est-ce que c'est pas une manière de jouer sur la transition, nous faire perdre du temps pour ne rien? Absolument, ça fait partie de leur stratégie. Parce qu'ils savent que le fichier qui est élaboré, nous savons tous le poids politique de chaque formation politique ici. Ils se disent que nous partons sur la base de ce fichier, puisqu'ils ont un plan B pour imposer la candidature du général, il faut chercher à concevoir un faux fichier en essayant davantage, comme on l'a fait dans les recensements précédents, comment jouer dans les fiefs de l'opposition. Vous avez vu le premier fichier qu'on a rejeté. L'ancien président Alpha Condé avait fait de la Haute-Guinée son bastion électoral. Le premier, comment dirais-je, la première région du point de vue de population électorale. On a vu que la région malgré tout ça, il a été battu. Potentiel. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le fichier qu'on a rejeté qui a été toiletté. Donc, il peut avoir, au-delà de retarder le processus, comment essayer de faire leur fichier propre à eux pour toujours jouer dans les fiefs de l'opposition où on va mettre, où on va démembrer davantage le nombre d'électorats que nous possédons afin de faire leur sale besoin. Donc, tous ces aspects sont à prendre en compte. Voilà, pensez-vous que cela peut être possible? On peut les observer faire tout ce qui les bon semble, honorable. Non, mais cela n'est pas du tout possible. Ceux qui sont en train d'essayer savent que ça ne peut pas passer. Parce que dans tout processus électoral, il faut que l'ensemble des acteurs soient impliqués du début jusqu'à la fin du processus pour les questions de crédibilité. En 2010, c'était la même réalité. Et même pendant Alpha Condé, où il y avait la dictature, les questions du fichier électoral, les questions d'opérateurs et autres étaient discutées à l'issue d'un dialogue politique où un comité de suivi était mis en place, où l'ensemble des parties prenantes étaient représentants au sein de ce comité de suivi pour l'application de ce qui a été obtenu. C'est ça qu'on a l'habitude de suivre. Mais venir faire les choses unilatéralement dans un forcing total au mépris de l'ensemble des acteurs majeurs de la classe politique, je pense que c'est une provocation continue de la part du CNRD. Alors, honorable, nous allons toucher cette dernière question. Il ne nous reste que 3 minutes. On voulait savoir, aujourd'hui, il y a beaucoup de milliards qui sont décaissés pour l'achat de conscience. Vous voyez aujourd'hui des jeunes qui s'organisent par-ci, par-là, des femmes, pour gagner le prix de la sauce, le prix du concours ou le prix du fonio, etc. Mouvement par-ci, par-là. Et également, les amaras et les danseurs sont à l'intérieur. Beaucoup d'argent aussi décaissé pour faire croire qu'ils sont en train de vulgariser l'avant-projet de la Constitution. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? Ce que je peux vous dire d'avance, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils rendront compte au peuple de Guinée.
l'histoire se répète toujours chez nous. Au temps du CNDD, c'est les mêmes mouvements de soutien, de vulgarisation, de par-ci, de par-là, qui ont sillonné partout en Guinée pour aller prôner, prêcher sur le désert. Aujourd'hui, les réalités sont aussi claires. Le CNRD a montré toutes ses limites par rapport à la gestion du pays. Aujourd'hui, la pauvreté frappe la porte. Et ils sont en train de décaisser des milliards où les gens vont être parrains des mouvements et autres pour essayer de masquer les réalités du terrain. L'objectif de cette vulgarisation et autres, c'est une forme de campagne déguisée de faire valider la candidature du général Doumbouya en violation de son propre serment. Donc, cela est vu de tout le monde. Sinon, un avant-projet qui ne fait même pas d'abord l'unanimité, nous, en notre temps, on n'a pas procédé comme ça. Et je vous fais une révélation que en 2 mois, le code électoral, la constitution, nous l'avions toiletté et nous avons envoyé en promulgation afin que nous allons aux élections. Dès que nous avons été installés en mois de mars, en mois de mai, tout était prêt pour qu'on aille aux élections de juin 2010. Le 27 juin 2010. Ça, c'est en 2010, hein, c'est que vous expliquez. C'est en 2010. Et ce CNT a mis plus de 2 ans et demi avant de nous trouver ce qu'on appelle l'avant-projet. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Il n'y a pas du tout le sérieux. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est ça la nomenclature, c'est ça la réalité du terrain. Okay. Et le gouvernement, et le CNRD, et le CNT, ils sont tous dans la fausseté. C'est une conspiration contre le peuple de Guinée. Sinon, nous, en notre temps, il n'y a pas eu de contestation. Nous avons fait un texte. On a dit, on veut faire croire aux Guinéens, comme dans ça est en train de dire, que la Constitution dit que tout le monde va être soigné gratuitement, que quiconque fait campagne pour ça, la Constitution, c'est pas un code de procédure pénale. La Constitution, c'est pas un projet de gouvernement. La Constitution, c'est des textes régissant le fonctionnement d'un État. Mais vouloir dire que la Constitution va te permettre d'aller à l'hôpital sans rien payer, ou bien que même les condiments vont trouver madame à la maison, mais c'est archi faux. On est en train de vendre des illusions au peuple de Guinée. Okay. Aucune constitution ne peut réguler le cadre de vie. Que ce soit aux États-Unis, partout, lui est amélioré par la gouvernance, par la bonne mobilisation de recettes et la bonne gestion. Mais vouloir dire que aller mentir aux citoyens pour dire que la nouvelle constitution, quand tu payes par à l'hôpital, tu payes rien, on a eu des promesses par rapport à la césarienne ici au temps d'Alpha Condé. Là, c'était même pas c'était une promesse politique. Mais ça n'a pas été tenu. Nous, on a envoyé les femmes à l'hôpital, on a payé plus que ceux qui étaient là avant. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que le peuple de Guinée doit rester mobilisé. Parce qu'on est géré par des groupuscules de personnes qui ne dépassent pas 500 personnes, qui, par mépris pour les acteurs politiques, pour la population et pour la vérité, veulent faire un forcing pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple. Donc, c'est pour dire qu'ils se sont trompés du casting, ils vont se décaracasser, ça ne marchera pas. Force restera du côté du peuple de Guinée. Inch'Allah. En tout cas, les anciens régimes ont tenté, ça n'a pas marché, parce que Dieu aussi est toujours aux côtés de la vérité, hein, ce qu'ils doivent comprendre. Alors, honorable. Absolument. Effectivement. Maintenant, j'ai une question bonus. Je voulais féliciter quelque part aussi le courage du Premier ministre malien qui a montré une véritable leçon de morale aux autres premiers ministres de la transition, notamment M. Baouri, qui est aujourd'hui une grande déception pour la classe politique dans son ensemble, parce que ce monsieur, on l'a connu au temps de Dadis comme président de la commission d'organisation pour s'opposer à la candidature de Dadis Camara qui est aujourd'hui en prison. Sur ce même monsieur, en l'espace de 15 ans, revient encore comme un maillon fort de maintenir, d'imposer une dictature militaire, malgré son passé de défenseur des droits de l'homme et d'acteur politique. Je crois que le courage du Premier ministre malien est à saluer, et cela est un rappel par rapport à sa conscience des 150 morts qui étaient là-bas, par rapport à la question de s'opposer à la candidature de Dadis. Donc,
Donc, c'est pour vous dire une fois encore que c'est une déception de sa part. Moi, je félicite le premier malien, malgré qu'il a été limogé, mais il est rentré dans l'histoire politique du Mali. Et je pense que pour M. Bahouri, il n'est pas trop tard pour mieux faire. Il est au crépuscule de sa vie. Il doit maintenir le gap en disant la vérité à la gente, à défaut de démissionner ou de se faire débarquer. C'est tout. Merci, honorable. Et je disais une question bonus. Vous pouvez répondre ça peut-être dans 30 secondes. Quel message avez-vous pour les cadres du parti à tous les niveaux, les responsables du parti? Parce que il y en a beaucoup, non, on ne connaît même pas tous les membres du bureau exécutif du parti. Tellement que il y a beaucoup qui sont là-dedans, ils ne parlent pas, on ne les connaît pas, ils ne font pas de travail de stratégie dans l'ombre, ils ne font pas de communication publique. Et après, demain, ce sont eux qui vont s'imposer pour occuper des postes. Et nous, on ne sera pas d'accord avec ça. Tous ceux qui resteront dans l'ombre pour penser qu'ils ont des relations avec le président Selou, je ne sais qui et qui, je sais que Selou même ne va pas l'accepter. Alors quel message pour eux? Parce que maintenant ou jamais. Moi, ce que je peux leur dire, c'est de ne jamais baisser les bras. Nous venons de très loin. Il y a eu assez de victimes dans nos rangs. Nous avons été un parti républicain et démocrate qui s'est toujours battu pour la question des droits de l'homme et du changement de la gouvernance dans notre pays. Donc, je crois qu'il faut continuer ce combat. Nous ne devons pas reculer devant rien. Oui, parce que je ne sais pas si vous m'avez compris. Le combat, nous le menons. Ceux qui sont actifs sont peu. C'est-à-dire, les militants sont même pas plus engagés que les restes. J'aime bien, c'est ce que je veux dire. C'est de dire à d'autres cadres de savoir que nous sommes dans un bateau commun. C'est en ce moment qu'il faut montrer sa fidélité, sa loyauté et sa constance par rapport au combat mené. Le silence ne peut rien résoudre. Quand on est poussé dos au mur, on doit faire impérativement face à l'adversaire. On n'a pas de choix, on ne doit pas se taire, on ne doit pas se cacher pour aller dans les réunions. On doit montrer à l'adversaire que le chemin parcouru est très long, que nous arrivons maintenant au bout de notre objectif. Donc, j'interpelle ces cadres de ne pas croiser les bras, de manifester leur opposition, de dénoncer comme le font tous les jours, de faire des porte-à-porte, de faire comprendre à l'opinion que nous sommes pris en otage par le CNRD et ce gouvernement qui ne pourra absolument rien pour le changement dans ce pays, qui souhaite prendre en otage notre démocratie, les questions de défense des droits de l'homme, et que cela est fondamental pour que nous puissions relever ce grand défi. Merci, honorable Youssouf Kamara. Et je rappelle encore une fois qu'il est le secrétaire fédéral de Matam D et membre du bureau exécutif national. Et c'est aussi le moment pour moi de féliciter et remercier le travail bien mené par honorable Selou Baldé, Souleymane Souza Konaté, Maï et Kadidja qui sont actuellement en mission à l'intérieur du pays. Absolument, en Haute-Guinée. En Haute-Guinée. Je vous félicite aussi, monsieur Tidiane, je vous connais depuis le tout début et je crois que tu es un jeune aussi combattant de la démocratie et de la liberté. Depuis votre présence du côté des États-Unis, je vous suis à tout moment. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Vous êtes très actif. Vous défendez des idéaux démocratiques. Vous débattez même d'autres sujets de faits sociaux qui n'est pas parfois liés à la politique. Et moi, je pense que c'est très salutaire de votre part. Je vous encourage et le combat continue. Merci honorable, le combat continue. À bientôt. C'est moi qui vous remercie.